20 ans, le 6 avril 1994, l'avion transportant le chef d'État rwandais Juvénal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira est abattu au-dessus de l'aéroport de Kigali. Un attentat au Rwanda qui précipite vers l'une des tragédies les plus épouvantables de cette fin du XXe siècle. Un des meilleurs spécialistes de ce dossier, Charles Onana, publie une édition revue et augmentée, 5 enquêtes sur un attentat événement déclencheur du génocide rwandais. Cet ouvrage est publié chez L'Artilleur et est en vente sur le site tvl.fr. Charles Onana, bonjour. Oui, bonjour. Merci de revenir évoquer ce sujet incroyable. Pour commencer, pouvez-vous nous rappeler quand même précisément ce qui se passe donc le 6 avril à Kigali? Il s'agit incontestablement, je l'ai dit, d'un attentat contre l'avion du président Habyarimana. Exactement. C'est-à-dire qu'il y avait un processus de paix, dont des accords de paix qui avaient été signés à Arusha, en Tanzanie, en 1993, qui permettaient, n'est-ce pas, que le pays soit gouverné conjointement par des Tutsis et des Hutus, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, évidemment, une réunion curieuse est organisée donc le 6 avril. Donc, le président Habyarimana s'y rend beaucoup plus tôt dans la matinée. Il y passe toute la journée, alors que l'équipage français est très inquiet parce qu'ils ont des soupçons qu'il y a des missiles SAM-16 dans la capitale qui peuvent abattre l'avion du président. Et donc, leur inquiétude principale était que le président ne rentre pas à la tombée de la nuit. Parce que à la tombée de la nuit, les manœuvres des pilotes sont extrêmement compliquées et les risques sont multipliés par 2. Donc, évidemment, cette rencontre a été démesurément prolongée, sans explication. Et à 20h30, lorsque le président arrive avec son homologue burundais, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Cyprien Ntaryamira, vers 20h30, et donc l'avion du président est abattu par un missile SAM-16 russe au-dessus de l'aéroport de Kigali. Charles Onana, comprenons-nous bien, est-ce que ce retard de cette réunion est volontaire ou pas? Alors, vous mettez le doigt d'entrée de jeu sur l'un des points noirs de l'enquête de juge Trévidic, qui, je ne sais pas si c'est par manque de courage ou par négligence ou par ignorance, ce que je doute fort, n'a pas mené d'investigation en Tanzanie pour chercher à savoir si cette réunion était un alibi ou si c'était tout simplement un incident qui a permis à cette réunion de durer de façon démesurée. Et vous l'expliquez, c'est une réunion qui dure et qui n'a pas de raison de durer d'ailleurs. Il y a absolument... qu'on fait refaire. Oui, on fait refaire des communiqués, on modifie... l'avion n'est même pas sur le tarmac au moment où le président doit partir. C'est-à-dire qu'on vient alerter les pilotes beaucoup plus tard que le président est dans le salon en train d'attendre le départ. Mais pendant l'après-midi, les pilotes français ont manifesté à de nombreuses occasions leur inquiétude auprès du service de protocole qu'il était strictement interdit, et le président le savait, qu'il n'était impossible de rentrer le soir parce que tous les risques étaient permis que l'avion du président soit abattu. Alors, par l'OFPR. Par l'OFPR. Parce que la question qui vient tout de suite après, c'est que, et pourquoi, si on savait qu'on avait l'équipage qui est français, c'est important, qui est français, qui va bien évidemment disparaître avec l'attentat, cet équipage sait qu'il y a la possibilité d'une attaque contre l'avion au Rwanda. Absolument. Il y a eu un ancien coopérant français qui travaille sur les questions de sécurité aéroportière, qui avait eu des contacts avec des pilotes. Et j'ai lu son témoignage. Il disait effectivement que plusieurs pilotes français à l'époque, lorsque le pilote principal, monsieur Minaberi, avait fait une note en disant que nous soupçonnons que les troupes de Paul Kagame ont installé... Les opposants au président rwandais. Au président Habyarimana ont installé au CND, l'enceinte du Parlement rwandais, des missiles SAM-16 qui peuvent abattre l'avion. Et il y a certains pilotes français qui ont souri en disant « Mina est vieux, il ferait mieux de prendre la retraite parce que on n'a jamais vu des gens installer des missiles en pleine capitale pour abattre un avion. » Et il dit dans son témoignage que
que le problème, c'est que le 6 avril, lorsque ils ont tous appris par radio que l'avion, le Falcon 50 a été abattu, eh bien, ils faisaient tous des drôles de tête. Parce qu'ils se sont dit, finalement, on n'a pas pris au sérieux ce qu'ils disaient. Et là, il n'est plus là pour nous le rappeler. L'équipage, les deux présidents, l'équipage disparaissent dans, bien évidemment, cet attentat. Mais dès les premières heures, il y a beaucoup de versions qui circulent, dès les premières heures. Oui, il y a beaucoup de versions qui circulent parce qu'il y a la panique, on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que l'aéroport de Kigali, à ce moment-là, la sécurité est entre les mains des casques bleus des Nations Unies. Donc on ne peut pas imaginer que les casques bleus de l'ONU laissent des missiles s'installer au CND. Et donc lorsque j'enquête sur cette affaire-là, je découvre que le président Habyarimana était totalement opposé à ce que les troupes du FPR soient installées au CND. Et c'est lui qui a permis l'installation des troupes de Kagame au CND, c'est le général... Ce sont les troupes de l'opposition. De l'opposition. Et c'est lui qui a permis cette installation, n'est autre que le général Roméo Dallaire. Donc, il est assez troublant que lorsque le juge Trévidic enquête sur cette affaire-là, le général Dallaire, qui est toujours vivant, il n'est pas convoqué à Paris pour être auditionné sur tous ces détails pour qu'il donne au moins des éclairages. Parce que s'il y avait eu des éclairages sur tous ces points, eh bien, on aurait compris que pour aboutir à un non-lieu, c'est parce qu'on a fermé un certain nombre de portes ouvertes. Et là, ces portes sont toujours ouvertes. On n'a toujours pas d'éléments précis, on n'a pas de témoignages. Et les juges d'instruction, notamment Trévidic, n'est pas allé au fond Au moment où nous parlons, on se dit il y a deux forces politiques qui s'affrontent, le président Habyarimana en exercice et son opposant Kagame. Mais en fait, on va largement au-delà parce que cet attentat va être considéré comme l'événement déclencheur d'un génocide, dont je dis qu'il est une des grandes tragédies du XXe siècle, parce que derrière ces deux personnages se cache bien évidemment une guerre entre les Tutsis et les Hutus. Oui, et ça c'est un point que on n'aime pas souvent évoquer. C'est-à-dire que cette affaire arrive dans une conquête effrénée du pouvoir entre les Hutus qui veulent se maintenir au pouvoir et les Tutsis qui veulent s'en emparer et qui ne s'en cachent pas depuis 1990. Le problème, c'est que les accords de paix ont été signés pour qu'il y ait un partage de pouvoir. Le président Habyarimana l'a accepté. Mais le FPR a un problème sérieux. C'est la question d'un homme, une voix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va devoir passer aux élections libres et pluralistes. Et si, évidemment, le FPR et le régime Hutu vont aux élections, le principe d'un homme, une voix risque d'être mathématiquement, numériquement favorable aux Hutus qui sont majoritaires. Donc, le FPR de Kagame, et Kagame en particulier, ne voulait pas de ces scénarios, et c'est pour cette raison qu'il va plusieurs fois saboter les accords de paix d'Arusha jusqu'à ce que cet attentat ait lieu. Et lorsque l'attentat a lieu, eh bien, c'est le FPR, donc la minorité Tutsi, qui prend le pouvoir au Rwanda. Voilà comment les choses vont se nouer. Et donc, quand vous dites l'événement déclencheur du génocide, oui, les Nations Unies reconnaissent que l'attentat du 6 avril est l'événement déclencheur du génocide. Et c'est important qu'on investigue sur cet attentat. Parce que de cet attentat, on va comprendre qui a eu, n'est-ce pas, cette mauvaise idée de mettre le feu aux poudres en abattant l'avion du président. Il se trouve que lorsqu'on évoque la version des Hutus, eh bien, les Nations Unies, notamment les casques bleus de l'ONU, nous disent non, les Hutus ne pouvaient pas abattre l'avion de leur président, c'était leur champion. Donc, qui d'autre avait intérêt à abattre l'avion et qui a bénéficié de cet attentat? Ce n'est autre que Kagame. Et donc là, le problème, c'est que quand on voit les enquêtes qui ont été menées là-dessus, on se rend compte que ce soit l'enquête espagnole, l'enquête du juge Bruguière, qui a été décriée pourtant, tous les Français reconnaissent quand même que c'était l'un des meilleurs, le pape de l'investigation antiterroriste en France, il arrive à la même conclusion que les Espagnols et que les enquêteurs des Nations Unies. Donc la seule personne, le seul magistrat, le seul enquêteur qui n'est pas d'accord avec les 3 autres enquêtes, ou en tout cas les 4 autres enquêtes, c'est le juge Trévidic, Poux et Herbeau, qui ont pris le relais du juge Bruguière en France. Donc, vous avez en France la même juridiction
qui arrive à deux conclusions totalement différentes. Le juge Bruguière a des suspects désignés par 9 mandats d'arrêt internationaux. Le juge Trévidic, Poux et Herbeau disent « on ne sait pas ». Donc, vous voyez très bien que là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais par contre, tout le monde est unanime pour reconnaître que l'avion a été abattu par un missile SAM-16. Donc, il y a nécessairement quelqu'un qui a tiré. On va revenir à la personnalité de Kagame, qui est l'actuel président du Rwanda, toujours en exercice. Oui. Mais avant, il y a bien évidemment ce qu'on appelle ce génocide. Il faut le rappeler, en fait, un génocide qui est un double génocide, dans la réalité. Non, moi, je considère qu'il y a eu un génocide au Rwanda qui a été contre les Tutsis et tout le monde est unanime là-dessus. Bon, le problème, c'est de savoir qui sont ceux qui ont déclenché l'attentat qui a permis le génocide. D'ailleurs, le procureur Carla Del Ponte avait dit, procureur du tribunal pénal international, a dit que si il était révélé que c'est Paul Kagame qui avait abattu de l'avion, alors l'histoire du génocide doit être réécrite. Et donc, on est devant une situation où on poursuit en France des auteurs du génocide, on poursuit des complices du génocide, mais personne ne veut toucher à l'élément déclencheur. Et c'est sur ça... Non, on est bien d'accord que les Tutsis ne sont pas les seuls à avoir procédé à des massacres. Les Hutus ont aussi, bien évidemment, agi en amont. Mais évidemment, vous savez, vous avez d'ailleurs planté très bien le décor en disant qu'il y a eu un affrontement militaire entre deux groupes, dont les Hutus qui étaient au pouvoir et la rébellion Tutsi. Donc, qui peut nous dire que dans un affrontement militaire, par exemple en Ukraine, les Russes tuent et les Ukrainiens tuent également? On ne peut pas nous dire qu'il n'y a que des Russes qui tuent et que les Ukrainiens ne tuent personne. Donc, on est dans une configuration aujourd'hui, dans cette affaire-là, où on ne veut pas, où certains lobbies et certaines forces, et le président Kagame en particulier, ne veut pas qu'on mette la lumière sur son camp et sur ce qu'a pu faire son camp avant le génocide et pendant le génocide. Son camp, celui des Tutsis, c'est un génocide de 100 jours. Oui, c'est ce qui est dit, effectivement. Par 1 million de morts, 100 jours, 1 million de morts. Est-ce que ce sont des chiffres que vous corroborez ou ils vous paraissent trop importants ou pas assez suffisamment importants? Je vais vous prendre un exemple très concret qui permet de savoir pourquoi ça aussi est un problème. Il y a eu des Américains, un groupe de chercheurs américains, les professeurs Stam et Davenport, qui sont des professeurs de l'Université du Michigan aux États-Unis, une des universités spécialisées dans la lutte, dans l'analyse des conflits armés. Et ces professeurs-là sont des éminents professeurs. Ils sont allés au Rwanda pour enquêter sur ces fameux 100 jours de massacre. Et donc, ils partent avec des hypothèses. Ils demandent au gouvernement rwandais combien de Tutsis sont des rescapés, on leur dit 300 000. Bon, et ces chiffres sont confirmés par Ibuka, donc, qui est l'association en France qui s'intéresse beaucoup aux victimes Tutsis. Bon, ils disent, s'il y a 300 000 Tutsis rescapés et qu'il y avait 600 000 Tutsis selon le recensement des Nations Unies en 1991, si on nous dit qu'il y a 1 million de morts, ça signifie qu'il n'y a pas que les Tutsis qui ont été tués. C'est-à-dire qu'il y a des Hutus et des Tutsis. Vous savez ce qui s'est passé? On leur a donné 24 heures pour quitter le territoire. Le gouvernement de Kagame leur a donné 24 heures pour quitter le territoire. Et depuis ce jour-là, ils sont considérés comme des négationnistes du génocide au Rwanda. Voilà ce qui arrive alors qu'en fait, s'il n'y avait même pas eu le soutien de l'ambassadeur des États-Unis, je crois que ces gens auraient pu être purement et simplement assassinés au Rwanda. Vous n'accusez pas dans l'ouvrage directement Paul Kagame, qui est, je le rappelle, l'actuel président du Rwanda, élu pour la première fois en 2020, il a donc 26 ans. Pourquoi cette prudence alors que vous avez été, vous, directement, vous, la victime du dictateur ou de ses soutiens? Alors, parce que je me suis décentré du sujet. J'ai voulu simplement analyser les enquêtes qui ont été faites par d'autres. Et donc, des gens dont on ne peut pas contester l'autorité. L'auditorat militaire belge a fait une enquête qui était purement technique en 1994. Il y a eu l'auditeur militaire Van Winsen qui a mené ses investigations au Rwanda sur l'attentat. Il n'a pas pu aller très loin parce que c'est Paul Kagame qui s'est opposé à ces investigations. Il y a eu les enquêteurs des Nations Unies, Michael Reagan, qui était australien, qui était l'enquêteur en chef sur l'attentat, qui a identifié 3 sources précises au Rwanda lorsqu'il y était, qui m'a dit, écoutez,
j'ai demandé à ce que ces 3 sources soient protégées parce qu'ils m'ont raconté dans le détail comment l'opération a été menée. Et donc, eh bien, évidemment, il s'est retrouvé aussi menacé pour sa sécurité. Il y a eu un certain nombre, il y a eu l'enquête qui a été menée par les autorités espagnoles, donc les juges espagnols, qui arrivent à la même conclusion. Donc, moi, j'ai voulu, je suis sorti de, si vous voulez, de l'axe de l'enquête pour montrer tous ceux qui ont travaillé, qui ont infiniment plus de moyens de contrainte, parce que les magistrats ont des moyens de contrainte qu'un enquêteur comme moi ne peut pas avoir. Et donc, comment est-ce possible que tous ces gens qui ne se sont pas concertés, qui ne se connaissent même pas, arrivent à la même conclusion? Et pourquoi Kagame, qui lui prétend ne pas être mêlé à cette affaire, pourquoi n'encourage-t-il pas la justice à faire la lumière sur le dossier de l'attentat? Ça paraît être une question tellement élémentaire que je ne comprends pas que ça fasse débat. Quand Pierre Péan disait il est responsable, Kagame, du climat de pression et d'intimidation autour de tous ceux qui enquêtent, est-ce que vous considérez que Pierre Péan avait raison? Mais totalement, Pierre Péan avait totalement raison, puisque Pierre Péan lui-même a été menacé, moi aussi, menacé de mort pour cette affaire-là. Et d'ailleurs, je rappelle que l'ancien ministre de l'Intérieur, Setsena Chonga, qui était un membre du FPR du parti de Paul Kagame, a été assassiné à Nairobi en 1998. Il y a eu un autre haut militaire du FPR qui a été assassiné toujours en Nairobi. Et puis, il y a eu le chef de la sécurité extérieure de Paul Kagame qui a été assassiné en Afrique du Sud parce qu'il voulait témoigner auprès de la justice française sur les auteurs de l'attentat. Donc vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de cadavres qui concernent uniquement les témoins, les gens qui veulent parler de l'attentat, alors qu'en fait, ils ne sont pas là pour venir d'emblée perturber la question du génocide, mais ils veulent que les gens comprennent exactement qui a mis le feu aux poudres pour que ce qui s'est passé au Rwanda arrive en 1994. On parle de campagne de menaces, on parle de campagne d'élimination, on parle de campagne de dénigrement aussi. On est effaré par les personnes ou les organismes qui sont les relais de ces campagnes. Absolument. En France. Absolument. En France, évidemment. Parce que, vous savez, dans cette affaire-là, si vous mettez de côté le président rwandais, il y a le président du Burundi qui n'a jamais gouverné le Rwanda, qui n'avait rien à voir avec le Rwanda, qui a été tué dans cet attentat. Donc le minimum, c'est que les Burundais, la veuve burundaise du président burundais, demandent des comptes sur la mort de son mari. Que des citoyens burundais, que l'État burundais demande des comptes à ceux qui ont commis cet attentat contre un chef de l'État étranger sur le territoire rwandais. Deuxième élément, les Français. Les Français qui sont tués dans cet attentat, 3 pilotes français, ils n'avaient rien à voir avec le génocide. Ils n'ont ni préparé le génocide, ni commis le génocide, ni été en complicité avec les gens qui ont fait le génocide. Pourquoi est-ce difficile en France qu'on fasse la lumière sur la mort des Français? Et on découvre que la LICRA, la FIDH, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, l'Association Survie, Ibuka, toutes ces associations qui prétendent défendre les droits de l'homme ne se soucient pas de défendre les droits des veuves françaises de l'attentat, ni des pilotes français qui sont morts dans cet attentat. Donc on est devant une situation qui est totalement absurde, où des Français et des associations françaises vont défendre des Africains dans un attentat terroriste et pas les familles françaises qui sont victimes de cet attentat terroriste. Et vous dites que la victime la plus emblématique de cette campagne de dénigrement s'appelle Agathe. Oui. Habyarimana, c'est-à-dire la veuve du président assassiné, qui est exfiltrée dans les heures suivantes. Absolument. Par les forces militaires françaises. Absolument. Madame Habyarimana, une fois que son mari a été tué dans l'attentat, mais pire, c'est-à-dire que l'avion... Elle a vu l'avion. L'avion s'est écrasé dans le jardin du président, de la résidence du président Habyarimana. Et lorsque sa fille lui dit « Maman, c'est l'avion de papa qui vient d'être abattu », elle lui dit non, ce n'est pas possible. Eh bien, elle rentre dans une pièce de la chambre pour prier, et parce qu'elle ne veut pas imaginer que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe le lendemain? Quelques jours après, une campagne est déclenchée en France en disant que Madame Habyarimana a planifié le génocide contre les Tutsis. Mais ce que moi je découvre dans cette histoire, c'est que la famille Habyarimana n'a jamais été aussi proche des Tutsis avant cet attentat.
Donc, et je pense que on aura l'occasion de voir dans les mois qui viennent une série d'informations qui sortiront sur les liens que le régime Habyarimana avait avec les Tutsis. Donc, c'est plus proche, je dirais, amis, côtoyer la famille présidentielle. Du président Habyarimana et d'Agathe. Donc, comment est-ce que Agathe pouvait à la fois planifier le génocide? Je rappelle qu'elle n'a jamais été mise en cause par le tribunal pénal international dès 1995 où ça a été créé jusqu'à la fermeture. Jamais Madame Habyarimana n'a été mise en cause pour avoir planifié un génocide au Rwanda. C'est seulement en France que des associations françaises la considèrent comme une instigatrice du génocide. D'ailleurs, le juge d'instruction qui a été... Il y a eu je dirais, une dizaine de magistrats français, au moins, qui ont travaillé sur cette affaire pendant 18 ans. Ils sont arrivés à la conclusion que lors de... Récent, d'ailleurs. Oui, tout à fait récemment, que Mme Habyarimana est plutôt une victime de l'attentat contre son mari et pas une instigatrice du génocide. Tous les éléments qui ont été présentés ont été détruits par les juges d'instruction. Donc, on arrive devant cette affaire que toute personne qui veut se mêler de l'affaire de l'attentat doit être ou stigmatisé, ou injurié, ou mis en cause devant les tribunaux français. Et ça, c'est quand même problématique, parce que pour l'instant, on n'arrive toujours pas à répondre à la question de savoir qui sont les personnes qui ont tué les Français dans cette affaire. Mais il y a une personnalité qui va épouser le point de vue du dirigeant Paul Kagame, du dirigeant autoritaire, c'est Nicolas Sarkozy. Comment vous interprétez... Ah oui, tout à fait. La République. Tout à fait. Comment vous interprétez le rôle du responsable politique français? Alors, le président français n'a pas défendu les Français, les victimes françaises dans cette affaire, d'autant plus que il n'a jamais reçu les veuves françaises de l'attentat. Son successeur, je crois, M. Macron, a reçu les victimes du génocide Tutsi au Rwanda, ce qui est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on fait des victimes françaises? Est-ce que les victimes françaises n'ont pas de douleur? Est-ce que les veuves françaises n'ont pas perdu leur être les plus chers? Le 6 avril 1994, eh bien, Nicolas Sarkozy a décidé de renouer les accords, les relations diplomatiques avec le Rwanda, qui ont été perturbés sous Chirac, sous Hollande, etc. Mais en le faisant, eh bien, on ne sait pas quelle est la contrepartie. Parce que le président français n'a jamais donné de contrepartie du fait de renouer ces accords diplomatiques, parce que le dossier de l'attentat est toujours intact. Mais par contre, ce qui a été dit par Kagame, et c'est M. Kouchner qui le dit, il dit Paul Kagame nous a demandé d'arranger le dossier de l'attentat, et ils se sont débrouillés à arranger le dossier de l'attentat, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que ça s'est terminé par un non-lieu. Donc voilà la prise de position du président Sarkozy dans ce dossier criminel, un dossier de terrorisme. Et d'ailleurs, je pense que les victimes de l'attentat du DC-10 du TA ont reproché également à M. Sarkozy, lors de sa mise en cause dans les affaires libyennes, de ne s'être pas suffisamment battu pour défendre les victimes françaises. On retrouve le même scénario dans le dossier du Rwanda, où les victimes françaises sont passées pour pertes et profits, au profit d'une amitié avec Paul Kagame. Vous avez un mot très dur pour Nicolas Sarkozy, et puis aussi sur les enquêteurs en France, hein, vous l'avez dit, sur certains des enquêteurs en France, vous laissez même penser que la justice a été instrumentalisée dans cette affaire. Mais écoutez, partie de la justice. Écoutez, le juge Bruguière a fait un travail que personne d'objectif ne peut remettre en question. Bon, par exemple, le juge Bruguière découvre que les missiles qui ont abattu l'avion ont été achetés en Russie et ont été donnés à l'Ouganda. Mais qu'est-ce qui peut justifier que si on considère que l'enquête du juge Bruguière n'est pas suffisante, qu'est-ce qui explique que tous ceux qui ont succédé au juge Bruguière n'aillent pas en Ouganda vérifier effectivement si ces missiles ont été donnés au FPR ou si ces missiles ont été volés pour abattre l'avion du président? C'est un élément d'enquête extrêmement simple. Qu'est-ce qui peut justifier que les mêmes enquêteurs n'interrogent pas le commandant des casques bleus des Nations Unies, qui est le général Dallaire, pour qu'il l'explique où est-ce qu'il était le soir de l'attentat et qu'est-ce qu'il faisait et est-ce qu'il a mené lui-même une enquête de circonstances pour pouvoir déterminer quels sont les auteurs de l'attentat. Donc, quand vous voyez tous ces manquements, et il y en a beaucoup comme ça que j'ai identifiés, quand vous voyez tout ça,
vous dites qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au pays de Voltaire. Dans la préface de votre livre, ce sont mes dernières questions, mais elles sont importantes. Une grande voix internationale, qui est le prix Nobel de la paix, Adolfo Pérez Esquivel, évoque, au-delà de Kagame et en filigrane, des responsabilités plus larges, au-delà, bien évidemment, du Rwanda. Est-ce que vous le suivez dans cette dimension-là? Bien sûr. Les acteurs internationaux que l'on retrouve. Absolument, absolument, parce que la question fondamentale que pose le prix Nobel de la paix il m'a fait l'honneur de préfacer mon livre, Adolfo Pérez Esquivel, c'est que on ne peut pas, au nom du droit international, violer un principe qui est sacré dans les relations internationales, c'est le respect de la souveraineté des États et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, lorsque un chef de l'État américain décide d'aller déporter un chef d'État dans un autre pays ou d'aller renverser ou d'exiger qu'on renverse un chef de l'État, mais est-ce qu'il se pose la question de savoir si n'importe quel autre dirigeant dans le monde disait qu'il faut renverser un chef d'État américain, est-ce qu'on considérait que c'est une façon de respecter le droit international? Je le cite, il est bon de savoir que des guerres sont menées et dirigées avec tous ceux qui représentent un danger pour le projet anglo-saxon américain. Oui. De domination. Alors bien évidemment, il faut être clair, Esquivel parle bien évidemment plus précisément dans le cas précis, dans le cas que j'évoque de l'Amérique latine. Oui, tout à fait. Mais après, il se projette au Rwanda. Et on est obligé aujourd'hui de se projeter bien au Venezuela, à Cuba, en Iran. Est-ce que cette démonstration qu'il fait dans l'ouvrage, vous la faites vôtre dans l'actualité que l'on vit aujourd'hui? Mais oui, mais vous savez, quand on regarde ce qui se passe actuellement, on est quand même obligé de se dire que, on peut être en désaccord avec l'Iran sur le plan politique, mais est-ce que ça justifie d'aller déclencher une guerre pour détruire les terres? C'est la Perse quand même. C'est une vieille civilisation. Il y a plus de 5000 ans. Et donc, c'est le choix des Iraniens. Bon, tout comme on peut être en désaccord avec la politique étrangère des États-Unis, on peut être même en désaccord avec le président des États-Unis, est-ce que ça autorise quiconque à aller détruire les États-Unis ou aller renverser le président américain? Non, je pense qu'il faut dire aux gens, soit le droit international est une règle qui doit être respectée et appliquée partout et pour tous, soit alors le droit international n'existe pas, il n'existe que la volonté politique des États, alors on cesse d'enseigner le droit international dans les universités parce que les étudiants qui travaillent sur ces questions-là sont en droit de considérer que lorsqu'on attaque militairement un État, on viole le droit international. Et si on considère qu'on peut attaquer les ennemis, nos ennemis, on peut les attaquer militairement, ce n'est pas considéré comme une violation du droit international, on ne fait plus de la science, on ne fait plus du droit, on fait de la politique. Et là, dans ce cas, il faut bannir le droit international. Derrière un terrible génocide, il y a Kagame. Derrière Kagame, est-ce qu'il y a un donneur d'ordre? Bien entendu, c'est M. Clinton. C'est M. Clinton. M. Clinton, il y a suffisamment d'éléments aujourd'hui qui montrent, et d'ailleurs, ce qui est surprenant, c'est que les juges français qui ont décrié l'enquête du juge Bruguière n'ont pas eu le courage de convoquer le président Clinton pour cette affaire sur l'attentat, parce que son pays était impliqué dans les accords d'Arusha. Ils ont beaucoup attaqué les Français, mais ils n'ont pas eu le courage de mettre en cause les États-Unis. Ça aurait été une preuve de plus grand courage que les attaques contre le juge Bruguière. Et finalement, 32 ans après les faits, qui a encore peur de la vérité sur cet attentat? C'est qui ont quelque chose à se reprocher dans cette affaire. Merci Charles Onana. Toutes les atteintes à la vérité, à la justice et à la dignité sont le sujet de ce précieux ouvrage de Charles Onana. Ne pas oublier le génocide rwandais qui fit des dizaines, des centaines de milliers de victimes en l'espace de 100 jours. Je vous invite à redécouvrir ou à découvrir cet ouvrage aux éditions L'Artilleur et en vente sur le site tvl.fr. Merci Charles Onana. Merci.